On se plonge aujourd'hui dans une véritable enquête médicale sur un symptôme aussi soudain que spectaculaire, l'hémiplégie. Pensez à ça comme un puzzle, une énigme que l'on va résoudre ensemble, pas à pas. Alors comment on va s'y prendre? Eh bien notre enquête va se dérouler en 5 grandes étapes. On partira de l'alerte initiale, on passera par la recherche d'indices, l'analyse des preuves, pour enfin arriver à l'identification du coupable et à la résolution de l'affaire. Allez, on commence tout de suite par la première étape, l'urgence médicale. Il s'agit de bien poser le problème et de comprendre pourquoi, dès le départ, chaque seconde est précieuse. L'hémiplégie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La définition est simple et brutale. C'est la paralysie d'une moitié du corps. C'est quand, tout à coup, on perd la capacité de bouger volontairement tout un côté, du visage jusqu'aux pieds. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Ce n'est pas un symptôme face auquel on peut se permettre d'attendre. C'est une urgence absolue. On est dans une véritable course contre la montre. L'alerte est donc donnée. On passe à la phase 2, l'enquête clinique. C'est là que les médecins enfilent leur casquette de détective pour chercher les tout premiers indices, directement auprès du patient. Et le premier indice majeur, c'est la façon dont la paralysie s'installe. Il y a 2 grands scénarios. Soit l'apparition est brutale et les muscles sont complètement mous, sans aucun tonus, c'est l'hémiplégie flasque. Soit au contraire, l'installation est plus lente, progressive, et les muscles sont raides, contractés. On parle alors d'hémiplégie spasmodique. Cette différence est fondamentale, car elle oriente tout de suite vers des pistes très différentes. Parfois, la paralysie n'est pas totale. Comment être sûr? On utilise des tests physiques très simples, mais terriblement efficaces. Pour les bras, c'est la manœuvre de Barret. On demande de tendre les bras devant soi. Pour les jambes, la manœuvre de Mingazzini, les tenir fléchis en l'air. Si un membre chute, l'indice est là, le déficit est confirmé. L'enquête ne se limite pas à la motricité. On élargit le périmètre de recherche. On s'intéresse au système cardiovasculaire, qui est souvent un complice dans ce genre d'affaires. On va donc palper les pouls, écouter le cœur, mesurer la tension. On cherche le moindre petit indice qui pourrait nous mener à la cause. 3e étape, on a recueilli les premiers indices sur le terrain. Il est temps de passer à la médecine légale, si on peut dire, et d'aller voir directement ce qui se passe à l'intérieur du centre de commandement, le cerveau. Et pour ça, on sort les grands moyens. Les 2 outils stars, ce sont le scanner cérébral, ou TDM, et l'IRM. Ils vont nous donner une photo, une image très précise de ce qui se passe dans la boîte crânienne. En parallèle, on lance toute une série d'examens complémentaires, sanguins, cardiaques, vasculaires. On ratisse large pour être certain de ne laisser passer aucune piste. On arrive maintenant au cœur de l'enquête, l'étape 4. On a rassemblé toutes nos preuves, il est temps de mettre un nom sur les causes possibles, d'identifier les principaux suspects. C'est la grande question. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un événement aussi dévastateur et aussi soudain? Voici donc le line-up des suspects. En tête de liste, le plus fréquent, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Son mode opératoire est brutal. Au scanner, sa signature est claire. Une zone qui apparaît soit plus sombre, soit plus claire. Ensuite, il y a les tumeurs, qui peuvent agir soudainement ou de manière plus progressive. Puis, les traumatismes crâniens, où le contexte est généralement assez parlant. Et enfin, une catégorie autre qui regroupe des maladies inflammatoires comme la sclérose en plaques. Comme on le voit, chaque cause a vraiment sa propre signature. Une fois le coupable identifié avec certitude, on peut enfin passer à la conclusion de notre enquête. La 5e et dernière étape, le traitement, qui doit être parfaitement adapté. Et ça, c'est la règle d'or. Le point absolument crucial, c'est qu'il n'y a pas un traitement unique pour l'hémiplégie. C'est du sur mesure. La solution dépend à 100% de la cause qui a été mise en évidence. Le plan d'action est donc très ciblé. Si la cause est un AVC, on va s'attaquer aux facteurs de risque. L'hypertension, un éventuel problème cardiaque. Si c'est une tumeur ou un abcès, la solution passe souvent par la chirurgie. Et si le problème est inflammatoire, on utilise des traitements spécifiques comme les corticoïdes. Bref, à chaque coupable, sa sentence. Au final, si on devait résumer toute cette enquête en une seule phrase, ce serait sans doute celle-ci. Le nerf de la guerre, la clé absolue de tout, c'est la rapidité du diagnostic. Le succès de la prise en charge repose entièrement sur la vitesse à laquelle on mène les premières étapes. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Sachant l'enjeu, sachant que chaque minute compte, est-ce que, face aux premiers symptômes, on est collectivement prêt à agir aussi vite que nécessaire? La question reste ouverte.